Comment je change mon fond d'écran, moi? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous être connectés ce matin pour le meet-up sur la réduction du CO2. Il y a Arnaud qui vient de nous rejoindre presque à l'heure, donc c'est parfait. Parfait. Bonjour. Encore une fois, bonjour à tous. On va attendre encore une petite minute que les autres personnes se connectent. Donc là, on est une petite vingtaine. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se connecter. Et en attendant, je vais vous présenter le fonctionnement de cette plateforme pour ceux qui se connectent pour la première fois. Hop. Ah oui, je suis Nathalie Schaeffer, au fait. Donc, je suis la responsable marketing chez DC Brain. Et je vais vous montrer comment fonctionne cette plateforme. Alors, vous avez ici, donc, à droite, le chat où vous pouvez dire bonjour dès maintenant, vous présenter, dire comment ça va. Ensuite, vous avez dans l'onglet questions, toutes les questions que vous pouvez poser. Alors ça, c'est un onglet qui est super intéressant parce qu'en fait, les questions que vous pourrez poser seront visibles par tout le monde et vous pourrez upvoter les questions des autres personnes pour qu'on y réponde en priorité. Donc, n'hésitez pas à en poser. C'est vraiment le moment parce que vous avez des poids lourds du transport et de la RSE à connecter ce matin, donc n'hésitez pas. Et ensuite, il y a les sondages. Donc, on va vous poser quelques questions durant ce meet-up. Libre à vous d'y répondre ou pas. Et c'est déjà tout pour ma petite introduction. Donc, ce matin, on accueille Julien Dartout, qui est délégué général du Club Déméter. Ensuite, on enchaîne sur Guillaume Delaval, qui est directeur RSE chez ID Logistique. Et pour terminer, on accueille Arnaud Lemoissac, qui est le CEO de DC Brain. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite avec Julien. Je vais vous mettre présentation. Voilà, Julien, c'est à toi. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Alors, effectivement, le sujet de ce matin, la question du CO2 dans le transport, est un sujet qu'on connaît tous désormais plutôt bien. En revanche, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est comment enclencher et ne plus rester simplement au stade de la prise de conscience et donc d'aller vraiment dans un nombre d'actions autour de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience est assez large. Moi, je vais vous raconter un peu ce qu'on fait au sein du Club Déméter et surtout la philosophie qu'on peut porter, étant entendu que le Club Déméter, c'est une association et donc elle a pour but simplement de pouvoir un peu se réunir et de faire émerger finalement des idées et des projets, quoi. Alors, dans la première page, ouais, j'ai pris le contrôle, Nathalie, merci. Dans la première page, je vous rappelle un peu notre mot du président actuel de Déméter. C'est important de juste se fixer là-dessus parce que c'est la singularité de cette association. Déméter, c'est une association qui travaille sur les questions de développement durable appliquées à la chaîne logistique. Et la deuxième chose, c'est que l'engagement de Déméter, et c'est la force de Déméter, c'est d'essayer de construire des expérimentations et donc des projets les plus pragmatiques possibles. Alors parfois qui vont au bout, parfois qui n'y vont pas, mais tous ont le même objectif finalement, c'est d'apprendre aussi de ces projets pour pouvoir enclencher d'ailleurs dans les entreprises des actions autour de ces enjeux du développement durable. Le CO2 qui est de monsieur aujourd'hui n'étant un seul des sujets qu'on peut adresser au sein de Déméter. Alors, l'association, elle est initiée en 2002. Donc, l'an prochain, ça fera 20 ans que le Club Déméter, finalement, existe. Et donc, c'est quand même une certaine histoire. Je vous cache pas qu'en 2002, on était un petit peu des petits bonhommes verts quand on parlait de développement durable. Aujourd'hui, un petit peu moins. Et aujourd'hui, on est vraiment un lieu qui est dédié à l'expérimentation et qui cherche à associer les parties prenantes, c'est le terme que tout le monde connaît dans le développement durable, autour d'actions concrètes. La photo là l'illustre, ça c'est un projet qu'on a en cours, on a un industriel, un distributeur et un prestataire. Alors, le distributeur, il n'y a pas son logo, mais on est dans son entrepôt pour essayer de mettre en place des solutions. En l'occurrence, on a là une solution de report modal sur du transport fluvial. Là, j'ai mis une petite timeline sur l'histoire de Déméter. Comme vous le voyez, c'est bientôt 20 ans, avec une évolution, bien sûr, au cours de ces 20 années. Au début, on était très focusé autour de l'environnement. D'ailleurs, le premier nom qu'on a déposé, c'était environnement et logistique. On a redéposé une nouvelle identité visuelle il y a 5-6 ans, désormais orientée vraiment autour de la RSE, puisqu'on appelle ça logistique responsable.
Donc Déméter, ça se veut aujourd'hui vraiment organisé avec des ateliers et on cherche à développer la capacité des entreprises à travailler ensemble pour mettre en place des projets, quoi. Alors, je vais vous partager un peu les grandes lignes des projets. Chacun de ces projets est porté par un ensemble de valeurs, et c'est ce que vous avez à l'écran. On attend des entreprises effectivement un certain engagement dans les projets parce qu'on fait des expérimentations avec des clients, avec des fournisseurs, parfois avec des concurrents. Nos projets sont très pragmatiques. On a peu de projets à horizon 2058. On est surtout sur des projets avec des horizons de temps 6 mois, et éventuellement 18 mois. Et puis bon, la convivialité, c'est important. Et par les temps qui courent, encore plus. Euh, bon, ça, je crois que je l'ai un peu évoqué. Peut-être le point important dans la philosophie, on essaye de traduire tous les sujets qui, à un moment donné, sont mis sur la table par les membres en expérimentation. C'est un peu ce que moi, j'aime bien appeler la culture POC. Tout peut être expérimenté, y compris une bonne pratique, y compris un référentiel, y compris évidemment des solutions très simples comme des lasers ou ce genre de choses, j'en parlerai après. On essaie de transformer des idées en expérimentation. Et c'est ça l'objet de Déméter. Bon, après, le fonctionnement de l'association est assez classique, hein, et évidemment, la stratégie, c'est le conseil d'administration, la tactique, c'est l'assemblée générale, et puis les opérations, c'est les ateliers. C'est là que les entreprises se retrouvent, et c'est là qu'on va essayer de faire émerger des projets, des expérimentations. Alors, si je m'arrête un petit peu sur cette page, là, ce sont les grands travaux actuels du club, hein, c'est les grands streams sur lesquels on travaille avec dans ces grands streams, certains qui sont réellement entre guillemets des blockbusters, c'est-à-dire que c'est ceux sur lesquels on mobilise beaucoup d'entreprises et ou d'ailleurs sur lesquels on a une histoire et un centre de projets, quoi. La logistique urbaine, c'est un grand sujet. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sans discontinuer sur ce sujet-là, avec une vision extrêmement simple, aller voir des territoires et monter avec eux des cas d'usage, en défendant cette idée d'engagement réciproque entre un territoire et des entreprises. C'est-à-dire une entreprise qui va faire qui à un moment donné va démontrer des efforts spécifiques, va pouvoir faire valoir ses efforts auprès de la collectivité et que la collectivité reconnaisse ses efforts. Je donne un petit exemple. Alors, actuellement, on fait une expérimentation dans Paris. On l'a annoncé au mois de juillet. On fera les résultats d'ici 10 jours. Mais la précédente qui était à Strasbourg, l'entreprise, un certain nombre d'entreprises, transporteurs, chargeurs, font un certain nombre d'efforts. Formation du conducteur, formation des réceptionnaires, typologie véhicule, typologie de groupe froid. Bref, et en contrepartie, la collectivité, en reconnaissant ses efforts, va permettre à un véhicule de venir livrer plus tôt et de livrer avec des véhicules plus gros. Voilà ce genre de choses qu'on essaie de faire avec les territoires. L'idée étant, encore une fois, de valoriser un certain nombre d'efforts qui sont à impact positif pour le territoire, tant sur la congestion, le CO2 bien sûr, mais que la pollution locale. Report modal, là aussi, on est sur un sujet qui est très lié au CO2. Comment collectivement réfléchir à démocratiser le ferroviaire. Je sais bien que le mot démocratiser est probablement un peu fort, c'est volontaire, mais on est en train de travailler sur des opérations un peu de mutualisation. Le troisième sujet, transition énergétique, qui est un sujet qui aujourd'hui est très prégnant, qui nous mobilise 70-75% des membres de l'association. Parce que tout le monde est très attentif à ce qui se passe, comment sortir du diesel, quelles sont les solutions, étant entendu qu'il n'y a pas une solution pour demain, mais probablement un mix énergétique en fonction des applications, des solutions, voire même des localisations. Donc là, on a un sujet qui est très intéressant et qui mobilise beaucoup. Et puis derrière, on a un sujet autour de l'innovation au travers de ce que nous on appelle les appels à projets innovants. Là, on va tester plein de choses très différentes, donc comme des lasers pour guider des chariots élévateurs, des exosquelettes ou de façon plus ambitieuse des véhicules à technologie alternative. Et puis en dessous, on a d'autres sujets, vous voyez, qui font partie des questions de RSE, qui sont pas forcément directement liés à notre sujet du jour, en l'occurrence le CO2, mais qui sont importants et qui sont très fédérateurs finalement au sein de Déméter, sur lesquels on essaie de développer vraiment des choses un peu originales, hein, autour de l'inclusion, comment favoriser l'insertion dans les métiers de la logistique au sens large, hein, transport et logistique, santé sécurité, où on a des sujets autour de la qualité de vie au travail dans les entrepôts. Sur la question de la RSE, où on accompagne les pouvoirs publics sur un référentiel, hein, pour démocratiser les enjeux de la RSE. Et puis ce que nous on appelle l'Académie Déméter, qui est plutôt un concept, mais qui est de dire comment on peut ensemble faire des formations pour accompagner les collaborateurs dans leur propre développement. Donc tout ça pour dire assez rapidement, je vais un peu vite, mais les enjeux de la RSE appliqués à la logistique, ils sont extrêmement larges, hein. Vous voyez cette palette, en tout cas c'est ce que nous on fait chez Déméter, sans doute qu'on fait pas tout, mais on va aussi bien de questions d'insertion de jeunes ou de personnes en difficulté à des sujets plus ambitieux de transition énergétique à vision moyen long terme. Et tous ces sujets,
sont traités par des groupes de travail qui sont multipartis, des industriels, des distributeurs, des prestataires, des territoires, des collectivités. Et ça, c'est important pour nous. On a, je crois, aucun sujet sur lequel on aurait que des distributeurs ou bien que des prestataires, que des transporteurs ou que des territoires. C'est important pour nous qu'on mêle à chaque fois finalement des communautés aux ambitions un peu différentes. Et c'est ça qui fait la richesse de nos projets. Alors, pour en revenir au sujet du jour, comment aller plus loin, comment réduire les émissions de CO2 dans le transport. Là, j'ai voulu mettre en 4 points clés finalement les idées qu'on peut avoir, mais premier sujet, et sans doute le plus fondamental, avant de vouloir réduire, avant de vouloir aller plus loin dans cette réduction, je crois qu'il faut bien être conscient que la première chose à faire, c'est de savoir mesurer. Mesurer la question du CO2, quoi. Alors, mesurer le CO2, ça peut être entre guillemets simple, ça peut être très compliqué. Il y a une réglementation depuis 2012 qui s'appelle le décret InfoGES, qui normalement cadre un petit peu cette notion de partage des émissions de CO2 entre un transporteur et son client. Réglementation qui est plus ou moins suivie. Il existe des outils pour les chargeurs, mais également pour les transporteurs ou les prestataires pour pouvoir mesurer ces émissions de CO2. Mais je crois qu'il faut être bien conscient que euh, la question de la réduction, ce sont des projets, on va en parler après, mais l'acte 1, c'est de pouvoir mesurer ces émissions de CO2. Parce que c'est ce qui permettra de définir un timeline, un niveau zéro, et qui permettra aussi de donner du sens à un projet et donc de pouvoir décider à l'autre de la réduction qu'il représente. Parce que décider de réduire le CO2 sans savoir quels sont ses enjeux de CO2, bah, ça peut paraître un petit peu compliqué, surtout si certains de ces enjeux, ces projets pardon, de réduction de CO2 ont des contraintes économiques. Donc il faut aussi les mettre en balance des enjeux que ça peut représenter en termes de réduction d'émissions de CO2. Donc la question, c'est vraiment de réduire le CO2, elle est fondamentale. Au sein de Demeter, par exemple, on a travaillé sur un premier calculateur en 2005. Alors c'était un truc voilà, extrêmement basique. Hein. J'ai un camion, quel qu'il soit, il fait 1 kilomètre. En gros, de mémoire, on était 1 kilo du kilomètre et on mesurait comme ça. Donc c'était extrêmement approximatif. Aujourd'hui, il existe des palettes d'outils plus ou moins complexes, plus ou moins précis pour pouvoir mesurer le CO2. Hein, dont certains d'ailleurs qui sont même portés par la puissance publique, notamment dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme EVE. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et ça, c'est du bon sens, mais à un moment donné, pour commencer à rentrer dans ce chemin de la réduction des émissions de CO2, le bon sens, c'est peut-être pas si idiot que ça, mais c'est mieux remplir les véhicules, quoi. Hein, aujourd'hui, en moyenne, une semi-remorque, elle est chargée à 14 tonnes, avec un chargement moyen, on va dire, maximum de l'ordre de 24 à 25 tonnes. Donc, alors tout ça, c'est moyen, évidemment, dans le produit frais, dans les secs, c'est très différent, dans les citernes, mais il y a des enjeux d'optimisation, de meilleur remplissage des véhicules. Nous, on voit quand on échange avec un certain nombre d'entreprises, parfois, il y a repenser un peu les emballages, repenser la palettisation, imaginer des opérations de mutualisation. Tout ça permet d'aller chercher des gains sur un meilleur remplissage des véhicules. Bon, évidemment, la bonne nouvelle derrière ce sujet du remplissage, c'est qu'en général, quand je remplis mes véhicules, in fine, je mets moins de véhicules sur la route, probablement que d'un point de vue économique, on n'est pas forcément perdant. Donc, il y a aussi l'équilibre entre le chemin à parcourir pour mieux remplir et les enjeux économiques que ça représente. Mais ça, c'est du bon sens, mais c'est évidemment fondamental. Le point numéro 3, c'est la question de l'optimisation du routing. C'est extrêmement vrai pour des prestataires et des transporteurs, mais ça peut être aussi pour un chargeur, qu'il soit industriel ou distributeur, sur la question du réseau. En gros, c'est s'assurer que les véhicules vont parcourir les distances les plus faibles possibles. Donc, c'est l'optimisation de mon réseau, l'optimisation du positionnement de mes entrepôts ou de mes plateformes, de façon à réduire au maximum le kilomètre. On peut imaginer d'ailleurs ça aussi, une question de re-questionner aussi pour certains les sources d'approvisionnement. C'est un sujet que nous, on a déjà partagé sur un certain nombre d'entrants, sur des industriels. Il y a peut-être à un moment donné un équilibre à faire sur l'origine et l'approvisionnement de certains entrants. Notamment, par exemple, l'emballage, qui est peut-être le sujet le plus simple dans un premier temps, mais là aussi, c'est une question d'optimisation du routing. Et puis, le quatrième sujet, alors je l'ai mis en numéro 4, non pas parce que c'est le moins important, mais parce que c'est probablement celui qui est parfois un peu plus compliqué à aller chercher, c'est la question de chercher des moyens alternatifs. Alors moyens alternatifs, soit alternatifs à la route, ou bien alternatifs dans le sens où énergie alternative. Alors j'ai prévu non, j'ai pas prévu une page. Et donc sur ce sujet-là, bah, bien sûr, il y a le report modal. J'évoquais, on travaille nous un peu dessus. Je crois que on va s'attarder sur les complexités que ça peut représenter que de passer de la route au fluvial ou de la route au ferroviaire.
C'est possible. Il y a un plan ferroviaire qui a été annoncé cet été. On peut imaginer que demain, dans le ferroviaire, ça veut dire dans quelques années, mais peut-être que ce sera plus simple. Et effectivement, le transport ferroviaire a un avantage significatif d'un point de vue du CO2 par rapport à la route. Hein. On a un rapport de 1 à 20. La question, c'est la possibilité de pouvoir faire ce report avec un moyen de transport qui est quand même moins flexible, moins disponible, mais qui peut avoir d'autres vertus, notamment la question de la sécurité ou la question de la ponctualité. L'autre sujet, c'est clairement comment sortir finalement du transport classique diesel, où là, la sortie du diesel devient aujourd'hui vraiment très prégnante. Vous connaissez sans doute le contexte des zones à faible émission, où dans un certain nombre de villes, on a désormais des critères qui sont obligatoires, et puis d'autres qui vont un peu plus loin et qui nous parlent de sortie du diesel, horizon 2024, 2026, 2028 pour certaines, 2030 pour d'autres. Donc la question de sortir du diesel, elle est évidemment un peu partout. Et là, les solutions qui s'offrent sont multiples. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'il y a une solution alternative au diesel. Il y a un mix énergétique qui s'offre aujourd'hui à l'écosystème. Ça peut être le gaz ou le biogaz, qui a d'autres avantages, notamment sur le CO2. Hein. Ça peut être les biocarburants, qui pour certains sont une solution assez pragmatique. Ça peut être évidemment sur des véhicules de taille plus petite, les véhicules électriques, ou bien dans certains cas la recherche sur des moteurs encore peut-être un peu plus avancés autour de l'hydrogène. Alors, au sein de Demeter, je ne sais pas combien de temps il me reste, Nathalie, une demi-heure encore? Non? Je vais aller assez vite, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas aujourd'hui une solution clé sur les moyens alternatifs. Quand on discute, on a un atelier qui est assez dynamique sur ce sujet. On discute encore entre nous hier soir. Je crois que chacun va trouver un peu la solution propre à son organisation. Certains sont partis sur des solutions de biogaz et l'ont largement déployé avec des flottes conséquentes sur de la distribution, distance courte, réutilisation des véhicules. Et ça fonctionne plutôt bien. Bon, le problème, c'est que le biogaz, aujourd'hui, c'est 13% du gaz à la pompe. Donc forcément, tout le monde ne peut pas mettre du biogaz dans son camion. D'autres partent sur des biocarburants qui ont certains avantages, mais qui sans doute représentent plutôt un carburant de transition, et pas forcément un carburant à horizon 2050, mais qui aujourd'hui, notamment dans certains cas, notamment quand on est dans l'économie circulaire, offrent des avantages environnementaux significatifs, y compris sur le CO2. Et puis d'autres, sur les véhicules plus petits, notamment pour rentrer en ville, on commence à avoir des solutions de véhicules électriques. Alors sur les petits véhicules type Vul, ça fonctionne plutôt bien. Sur des véhicules plus gros, c'est un peu plus complexe. J'entends dire que les véhicules qui sortent passent plus de temps au garage que sur la route, mais c'est normal parce qu'en même temps, c'est les premiers véhicules qui sortent et qu'il y a forcément des ajustements à faire. En tout cas, ce qui est hyper intéressant, et ça fait quelques années que je travaille sur ce sujet-là, c'est qu'il y a 20 ans, les premiers véhicules alternatifs qu'on a mis sur la route, on était vraiment très seuls. Et peu nous tiraient, peu de gens ont été accompagnés cette transition énergétique. Aujourd'hui, finalement, il y a foison et on sent un mouvement assez important pour pouvoir tester des solutions et essayer de voir comment on peut trouver des modèles économiques parce que, évidemment, ces véhicules, en général, coûtent un peu plus cher. Et donc, il faut trouver des règles économiques pour pouvoir les implémenter et réduire finalement ces émissions de CO2. Et donc, ça, c'est vraiment des sujets qui, aujourd'hui, animent les entreprises. Très bien, merci Julien, merci beaucoup. Alors si vous avez des questions pour Julien, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet des questions. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire dans 10 minutes ou vers la fin du meet-up. J'ai aussi publié un sondage auquel vous pouvez répondre et je vous propose maintenant d'enchaîner sur la présentation de Guillaume. Donc Guillaume, merci encore de t'être connecté ce matin. On va te mettre ta présentation. Hop, voilà, tu as la main. Ok, merci. Eh bien, c'est moi qui peux passer, c'est formidable. Ok, donc très rapidement, parce que le sujet, c'est pas de présenter l'idée logistique, mais pour donner un ordre de grandeur de ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, idée logistique, on est un prestataire logistique, de logistique contractuelle. On a aussi une activité transport, et en France, ça se traduit par les quelques chiffres que vous voyez ici. Et notamment, donc, sur la partie à droite de l'écran, on voit les engagements qu'on a déjà en place, notamment sur notre parc de véhicules en termes de GNV ou sur notre capacité à accompagner le report modal.
cet engagement sur la partie empreinte carbone du transport, elle s'est matérialisée assez tôt chez nous, puisqu'on est signataire de la charte CO2 depuis 2009. Et puis, depuis l'année dernière, DEVCOM que mentionnait, EVCOM que mentionnait alors, on a, nous, une démarche RSE qui est très, très correspondante à Demeter, dont on fait partie depuis, il me semble, aussi 2009. On a une partie qui s'appuie sur le social, donc nos équipes, la santé-sécurité, la formation, l'inclusion, une partie environnementale, dans laquelle on va retrouver l'empreinte CO2, mais pas que. On a aussi la gestion de nos déchets, sur lesquels on travaille, ou toute l'intensité énergétique. Et puis, la troisième partie qui est comment on s'inscrit dans les territoires dans lesquels on est. Alors, si j'en viens aujourd'hui au sujet du CO2 dans le transport, il y a une formule que je trouve intéressante, que je voulais partager avec vous, qui est la formule de Kaya et qui nous permet d'identifier finalement les 3 leviers de réduction du CO2. Puisqu'on va séparer le CO2 en une question d'intensité d'émissions de CO2 par kilomètre. Finalement, c'est la question de la décarbonation du transport. Ensuite, c'est le nombre de kilomètres que je réalise sur un trajet. Donc là, c'est une question d'optimisation de mon routage. Et puis, c'est ensuite le nombre d'unités que je peux mettre dans un camion. Donc, c'est la question de remplissage de nos camions. Alors, comme disait Julien, avant de commencer à travailler sur chacun de ces leviers, il est certain qu'il faut commencer à comprendre. Et je pense que c'est la première étape qu'on a réalisée et sur lesquelles on est toujours en train de travailler parce que Julien le mentionnait très bien. Les mesures de CO2 sur le transport deviennent de plus en plus fines. Et là où il y a quelques années, on était sur des mesures assez empiriques et très à la grosse, maintenant on peut rentrer dans un détail beaucoup plus important. Donc la première chose, pour aller plus loin dans la réduction du CO2, c'est vraiment comprendre. Comprendre pour mieux agir, donc mesurer. Donc ça veut dire que nous on suit nos émissions, on essaye d'animer notre plan de transport par rapport à ça. Ensuite on essaye de se positionner avec ça quand on a bien compris de pouvoir aussi comprendre quels sont les impacts quand on est en sous-traitance ou quand on est en pilote de flux, de savoir bien quelles sont les composantes de notre mix transport et notre mix de sous-traitants. Et puis, à partir de là, de pouvoir mesurer nos actions en se construisant une feuille de route et puis en voyant quels sont les impacts à chaque fois qu'on agit. Alors, une fois qu'on a bien compris cette mesure et qui est vraiment, j'insiste, Julien l'a parfaitement dit, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, on va pouvoir commencer à travailler sur les différents éléments de la formule. Donc le premier élément que Julien mettait à la fin, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué, donc on a tendance à faire en dernier, mais qui est finalement comment est-ce que je décarbone mon moyen de transport. Comment est-ce que à chaque fois que je fais un kilomètre avec ma marchandise, j'émets le moins de CO2. Alors le premier levier traditionnel qui est très fort et qui est le plus puissant, c'est probablement le report modal, avec des solutions de rail-route, et c'est pas toujours possible. Enfin, en tout cas, c'est compliqué, mais tout ce qui est train complet. Le deuxième levier, évidemment, c'est de changer la motorisation, passer sur du biogaz électrique pour des véhicules plus petits, et puis demain de l'hydrogène. Je pense qu'on a encore un large chemin, un long chemin avant d'arriver à des solutions hydrogènes qui soient pérennes et puis accessibles d'un point de vue financier et d'un point de vue opérationnel, parce qu'il faudra avoir un certain nombre de stations qui n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est vraiment demain. Et puis, un levier qu'il ne faut pas oublier, parce que finalement, c'est quand même le levier sur lequel on a tous travaillé, je pense, en tant que transporteur, c'est réduire les consommations, les formations à la conduite, le fait de pouvoir suivre les consommations par véhicule, la formation des chauffeurs, les pneus, voilà, tous ces points-là vont nous permettre de réduire les consommations
alors à une moindre échelle que du report modal, mais elles vont permettre de réduire ça. Juste un petit focus là-dessus, chez ID, on est actionnaire de Froid Combi, et à ce titre, on réalise plus de 4000 caisses par an. Voilà, le report modal sur des longues distances comme ça permet de réduire les rejets de CO2 jusqu'à 90%, en tout cas de 70%, si on reste sur des solutions de post et pré-acheminement en diesel, mais si on bascule également sur une motorisation biogaz en amont, on peut aller jusqu'à 90% de réduction du CO2. Donc ça, c'est un levier très fort. Évidemment, il n'est pas forcément applicable. Dès que vous êtes sur des petites distances ou sur des axes qui n'ont pas de multimodal, ce sera plus compliqué. Un gros sujet aussi, c'est les trains complets. Alors, c'est pour ceux qui ont des flux massifs, et c'est quelque chose d'important. On a réalisé il y a quelques années, on le pilote toujours, un projet pour Danone avec un certain nombre de partenaires, dont Régiorail, qui avait permis de gagner les rois de la supply chain, qui est voilà, des reconstitutions de trains et qui permettent une évacuation beaucoup plus fluide des usines et donc une optimisation et une utilisation plus forte du train. Alors c'est pas accessible à ceux qui n'ont pas tant de volume que ça, mais c'est vraiment un axe très important de réduction de CO2. Le deuxième élément de la formule, c'est effectivement l'optimisation des trajets. C'est bien d'avoir un moyen qui consomme peu, mais si je fais trop de kilomètres, j'annule mon gain. Alors, ça commence tout simplement par une étude réseau, c'est-à-dire que bien positionner son entrepôt, ou en tout cas bien dimensionner son réseau logistique, c'est ce qui va permettre nativement de réaliser moins de kilomètres. Ensuite, une fois qu'on a bien positionné ce réseau, il y a toute la question de l'optimisation des tournées, l'optimisation des trajets. Comment est-ce que je m'assure que je fais moins de kilomètres à vide, quand j'ai une tournée, que je puisse bien la massifier en ayant les bons points. Et ça, c'est un travail réellement opérationnel, parfois un peu plus tactique dans la planification, mais c'est vraiment quelque chose au tous les jours. Et pour ça, qu'on utilise tous les jours. Et pour ça, il y a des outils marchés qui sont tout à fait efficients et que nous, on utilise dans nos opérations quotidiennes. Et puis après, il y a ce que j'appellerais la co-logistique. Alors, finalement, c'est comment je réduis mes kilomètres à vide. Donc, c'est le travail quotidien de tous les transporteurs, donc, et nous compris, mais c'est de s'assurer que quand je vais livrer à un endroit, je puisse avoir un point de rechargement qui soit le plus proche possible. Alors, ça peut être fait en interne avec nos propres clients, mais ça peut être aussi réalisé en s'associant avec d'autres clients ou d'autres acteurs. Puis la troisième partie de cette formule, c'est OK, donc là j'ai bien réduit les consommations, les émissions à chaque fois que je fais un kilomètre. J'ai optimisé mon nombre de kilomètres qui sont réalisés et maintenant il faut que je m'assure que mon camion soit bien rempli. Et ça, c'est pas la chose la plus simple. Parce que les réseaux, les flux sont pas forcément, ne nous permettent pas forcément de remplir parfaitement un camion. Alors la première chose qu'on fait dans ces cas-là, c'est d'optimiser les supports. C'est pas forcément c'est pas dans la main du transporteur, c'est plutôt dans la main du logisticien. Mais aujourd'hui, il existe un certain nombre de solutions qui permettent alors quand on parle de l'e-commerce par exemple, d'avoir du conditionnement de l'emballage qui soit à mesure et qui permette de réduire le vide qu'on a dans les colis. Et puis avec nos systèmes sur les entrepôts, les WMS, d'optimiser la constitution des supports, donc d'avoir une palette qui soit la mieux remplie possible. Et donc ça, c'est vraiment un point très important. Je peux mettre le bon nombre de palettes, mais si j'ai du vide dans ma palette ou si elle est pas bien constituée, j'aurais déjà perdu une grosse partie. Ensuite, il y a une question de bien remplir les camions. Donc, on a des logiciels de WMS qui nous permettent de mieux constituer les camions. Et là, il y a un réel travail sur l'ordonnancement des commandes. Alors, c'est plutôt chez le chargeur dans ces cas-là ou chez le logisticien. Mais ça va être de bien constituer mes camions, mes commandes
ordonnancé. Et donc, c'est un travail plutôt de supply chain sur lequel le transporteur ne peut pas forcément faire grand-chose. Mais c'est vraiment un levier fondamental sur lequel il y a énormément de gains. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, ce que peut faire le transporteur, là où il peut aider, c'est sur la co-logistique, encore une fois, mutualiser. Nous, on a une super expérience en Espagne depuis 2012 où on fait de la mutualisation de flux entre 6 ou 7 industriels et qui nous permet de mieux remplir les camions, au moins sur la partie traction, donc sur la partie longue distance. Après la tournée, c'est un peu différent, mais on peut optimiser cette partie-là. Voilà, je pense que j'ai terminé ma présentation. Nathalie. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Donc encore une fois, si vous avez des questions à poser à Guillaume, n'hésitez pas, donc que ce soit maintenant ou juste après la présentation d'Arnaud. Alors il y a une question qui est apparue dans le chat de la part d'Alexandre, elle est assez longue. Donc Julien et Guillaume, je ne sais pas trop qui serait le mieux à même d'y répondre. Je vous invite à la lire et y répondre si c'est votre domaine d'expertise. Et en attendant, on va pouvoir passer à la présentation d'Arnaud. Attends, je te mets ta présentation. Hop. C'est parti. Arnaud, je te laisse la main. Et puis merci encore une fois, Guillaume, pour ton intervention. Ça marche. Quelqu'un veut du coup répondre à la question avant ou on fera après? Eh bien, comme c'est assez long, en fait, je pense que tu peux commencer et puis tu pourras revenir dessus si tu veux. Et pour les autres, si vous voulez poser une question, c'est plus facile dans l'onglet questions pour y répondre. Donc voilà, petit message de service. Arnaud, je te laisse la main. Ça marche. Merci Nathalie. Bonjour tout le monde. Merci à Guillaume et à Julien. Donc, moi, évidemment, je vais rebondir sur leur présentation qui était hyper complète, qui ont vraiment très très bien décrit le problème, les solutions, etc. Donc, je vais vous parler en 2 secondes de ce qu'on fait chez DC Brain. Donc, on est éditeur de logiciels. Notre spécialité, c'est de créer des jumeaux numériques de réseaux de supply et de les optimiser en fait en détectant ce qui ne va pas, en prévoyant ce qui va se passer et en proposant des optimisations et au travers de simulations et d'optim. Donc, ça s'applique très bien au transport. Ça permet d'adresser une partie des sujets dont Guillaume parlait juste avant. Et globalement, pour finir sur notre présentation, ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on a une approche assez modulaire qui est justement, le but, c'est pas de passer 5 ans à déployer un nouveau outil informatique, c'est d'être capable d'adresser précisément des sujets pour faire très rapidement des leviers de coût et de CO2, d'avoir quelque chose de sympa et de moderne à utiliser au travers d'une interface jolie. Et puis, on a une énorme capacité de calcul, et je reviendrai dessus. Et pourquoi est-ce que c'est important de calculer vite? On va voir que en fait, pour agir sur les émissions de CO2, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Pour remettre un tout petit peu les chiffres, parce que moi, ça me désole un peu. Alors, on est entre nous, on est entre professionnels du transport, donc on sait ça. Je trouve que dans le discours un peu dominant sur les émissions de CO2, on ne parle pas assez du transport. On parle beaucoup du bâtiment, de l'industrie, etc. En France, c'est 33, enfin la mobilité, c'est 33% des émissions de CO2. Et au niveau mondial, c'est 23%. Donc en gros, le transport, vraiment pur transport, c'est la moitié de ça. Mais en fait, la mobilité, ça se rapproche très très vite. On voit il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en commun, transport et mobilité. Donc c'est clairement un sujet qu'il faut adresser et c'est un sujet sur lequel on devrait sans doute avoir un peu plus d'aide globalement. Mais ça, c'est un autre point. En plus de tout ce qui a été exposé par Julien et par Guillaume, on sait tous qu'il y a un autre point, et on l'a très très bien vu pendant la pandémie, qui nous complique la vie encore plus tous les jours, c'est le côté dynamique. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout s'accélère, qu'il y a besoin de plus en plus de flexibilité, qu'il y a de plus en plus d'imprévus qui nous arrivent. On a pu voir justement en 2020 que quand on ferme une frontière, quand on met un entrepôt en confinement, bon, ça pourrait être une grève, c'est pareil, quand on a des problèmes de pénurie, de camions, de chauffeurs, etc., ça peut mettre à plat un plan de transport qui a été optimisé aux petits oignons pendant des semaines, parce qu'en fait, on est dans l'incapacité de recalculer un optimal en temps voulu. Et je ne parle pas du directeur marketing qui
chez le chargeur, dit tiens, je vais lancer une nouvelle offre de table en tech pour dans une semaine. Donc, on va inonder le marché de table en tech et de barbecue, sauf qu'en fait, la supply n'est pas du tout prévue pour. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on oublie toutes les petites optimisations magnifiques qu'on a conçues pendant 6 mois. Et on remplit les camions, ceux qu'on a, et ça part. Et puis, tant pis pour le train. Et puis, on y va et on essaie d'envoyer la marchandise. Donc, ce besoin de flexibilité, nous, ce qu'on voit aujourd'hui chez nos clients, c'est que c'est ça qui coûte cher, en fait, qui coûte cher en euros et en CO2. Parce que c'est ça qui fait qu'on rebascule en mode panique, qu'on fait du fichier Excel jusqu'à 2 heures du mat pour trouver la solution au problème. Alors, je caricature Guillaume et Julien, mais voilà, c'est un peu ce que nous, on voit. Et puis, en plus, c'est de plus en plus complexe. On voit que, ça envoyait très bien ça dans l'exposé de Guillaume, il y a plein de leviers très bien identifiés et plutôt bien adressés par les transporteurs pour agir sur le CO2. Mais en fait, mettre tout ça bout à bout à gérer au quotidien, ça fait de plus en plus de contraintes. Et puis, moins de ressources, ça, j'en ai déjà parlé, hein, c'est problème de ressources de transport, pression sur les coûts, problème de moyens. Donc ça, c'est un truc qui ressort assez souvent, c'est que c'est aussi compliqué de recruter les personnes qui vont être capables d'agir, de nous aider à agir sur ces sujets-là. Donc tout ça fait que non seulement c'est compliqué à la base, mais en plus avec tout le côté dynamique et incertain, c'est encore plus compliqué. Et en fait, c'est ça qu'on avait montré. Je vous parlais de la pandémie. En fait, l'année dernière, on avait participé à un hackathon organisé par l'Union européenne sur comment la supply peut aider à lutter contre le virus. Et en fait, en 48 heures, on avait montré que c'était possible de recalculer des plans de transport en tenant compte des fermetures de frontières, des confinements d'entrepôts, etc., pour en fait garantir un meilleur acheminement des masques et des respirateurs, par exemple, et de l'oxygène. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que en fait, c'est pour dire que normalement, en 48 heures, c'est pas possible de faire ce genre de calcul. En fait, non seulement c'est possible de le faire, il faut juste utiliser la bonne techno, mais en plus, ça devient indispensable. Si on veut être capable de continuer continuer à mettre en œuvre tout ce qui a été exposé par Julien et Guillaume, il va falloir à un moment arrêter d'utiliser des VMS, des WMS ou des TMS qui ont 30 ans et compléter avec des fichiers Excel. Bon, c'est ma conviction, mais c'est souvent ce qu'on rencontre nous chez nos clients, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Donc, en quelques mots, je vais vous dire, nous, effectivement, notre fonds de commerce, notre différenciant, c'est qu'on utilise du machine learning et de l'IA. Et donc, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est en quoi est-ce que l'IA, ça peut vraiment aider à lutter contre le CO2, à améliorer le transport? Est-ce que les promesses qu'il y a derrière ça sont vraies? Quelles sont ces promesses? En gros, est-ce qu'on peut vraiment attendre des gains de ce côté-là, ou est-ce que c'est juste un peu du greenwashing ou du bullshit marketing? Donc, on ne va pas trop faire de maths. Nathalie m'a dit que je n'avais pas le droit de faire de maths. Donc, mais juste des cas très concrets de à quoi concrètement ça peut servir d'utiliser ces nouvelles techniques informatiques pour en fait aider des gens comme IDE à dérouler leur feuille de route CO2, ou aider des gens comme les personnes, les adhérents au Déméter, d'aller plus loin dans leur pilote. En gros, le machine learning traditionnel, ça permet de faire deux choses. Ça permet de faire de la prédiction, du forecast, et ça permet de détecter, d'isoler des éléments, donc faire du clustering ou de la détection d'anomalies. Alors, en quoi ça peut nous aider sur notre sujet de CO2? Le premier, ça permet d'anticiper la demande. Donc ça, c'est tout ce qui est demand planning. Si on est capable de mieux prédire en fait les besoins d'un client, de prédire l'activité d'un entrepôt, de prédire ce genre de choses, on est capable de mieux anticiper, une fois qu'on a anticipé, en fait, de mettre les bons moyens en face et de dérouler un peu toute la chaîne décrite par Guillaume. On va être capable de mieux remplir les camions, de dire finalement je vais avoir assez de marchandises pour remplir mon train, ou je vais pas en avoir assez. Faire ce genre de choses. Plus on peut anticiper, ça pour le coup c'est assez simple à voir, et mieux on va être capable d'utiliser de façon optimale tous les moyens qu'on a à notre disposition. L'autre point, c'est l'anticipation des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le machine learning, on est capable, sur la base d'historique, par exemple, de donner des indices de fiabilité sur des transporteurs, ou sur des routes, ou des indices. On est aussi capable de détecter qu'on a des lignes qui sont en train de se vider
par rapport au prévisionnel, voilà, de faire ce genre de choses. On est en fait capable de voir qu'il y a des dérives qui sont en train de s'installer dans notre plan de transport et qu'en fait, une fois qu'on est alerté sur ces dérives, qui peuvent être assez fines, ces fameux signaux faibles, on est capable en amont de redresser en fait son plan de transport, de redresser l'utilisation de ses moyens et du coup de rester dans l'optimal. Donc ça, c'est des points, ce que moi j'appelle des points de départ. C'est-à-dire que plutôt que de faire, tiens, normalement c'est ça qui va se passer le mois prochain, croisons les doigts pour que ça se passe et on verra, en fait non, on peut avoir des taux de prédiction qui sont très très bons, et donc d'anticiper. Et pareil, être alerté en avance des problèmes, ça permet réellement d'améliorer les choses, mais ça reste des points de départ. Évidemment, il y a le sujet de la data. Il faut pas mal de data pour le faire. Et aujourd'hui, même si nous, on voit que depuis, on va dire, 2 ans, il y a un vrai gain de maturité des différents acteurs sur la data. C'est-à-dire que les gens commencent à prendre, nos clients commencent à prendre conscience que ce n'est pas le tout de commencer à stocker de la data en vrac. En fait, ça ne sert à rien, parce qu'une data qui n'est pas utilisée, c'est une data qui est morte. On parle dans le métier non pas de lac de données, de data lake, mais de cimetière de données. Il y a un nombre de boîtes qui ont fait des cimetières de données, qui entassent des données. Et le jour où il faut les utiliser, en fait, on ne sait pas le faire parce qu'elles n'ont jamais été utilisées. Et donc, en fait, les gens commencent à comprendre qu'une donnée, ça doit être vivante, ça doit être utilisé. Et à partir de là, on peut vraiment créer de la valeur dessus. Donc, il y a tout le sujet de la data qui va plutôt dans le bon sens. Mais en fait, pourquoi je vous parle de point de départ? Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est ça. C'est, j'ai un plan de transport, j'ai un réseau avec des entrepôts, si je suis chargeur, avec etc. Et en fait, le forecast et la détection d'anomalies, c'est juste le point de départ pour dire, finalement, si en ce point, j'ai une augmentation de 20% de la demande, je fais quoi maintenant? Et là, je fais quoi maintenant? On rebalaye toutes ces ressources, comment on remplit, comment on optimise, etc. Et en fait, c'est ça le vrai savoir-faire aujourd'hui des gens de la supply, et c'est ça en fait qui est sous-outillé de notre point de vue. Alors, il y a des logiciels qui permettent de faire, par exemple, du replacement d'entrepôt dont parlait Guillaume, du barycentre, on fait ça tous les 3 ans, qui permettent de faire de l'optimisation de plan de transport, on fait ça au mieux tous les 6 mois. Mais comme je le disais au début, faire ça tous les 6 mois, c'est plus suffisant, ça ne correspond plus aux besoins en fait aujourd'hui. Et nous, ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça qu'on est aussi un peu, hyper focalisé sur le côté vitesse des traitements et des résultats, c'est que soit on est capable de sortir des optimisations extrêmement rapidement, entre minutes et une journée, et ça permet de répondre à un problème, ne serait-ce qu'au niveau tactique, tactique avec court terme, soit en fait faire des optimes stratégiques tous les 6 mois, mais en fait, il faut le faire, c'est indispensable, mais ça ne va pas résoudre le problème de mes tables en tech ou de mes barbecue ou des problèmes de moyens. Le problème, c'est que les logiciels qui existent aujourd'hui sont basés sur des solvers, et ça, c'est plutôt plusieurs jours de calcul avec des contraintes extrêmement complexes à rentrer, etc. Donc, généralement, c'est des études qui se font sur plusieurs semaines, voire à l'échelle du mois. Donc, comment est-ce qu'on fait pour en fait aller plus vite sur ces sujets? Il y a des gens qui ont déjà répondu à cette question. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de Google qui a réussi à battre le champion du monde de Go. À l'époque, on disait, donc ça c'était il y a 3-4 ans, à l'époque on disait, autant gagner aux échecs, ça a été fait dans les années 80, c'était à peu près facile, mais le jeu de Go, c'est impossible tellement il y a de combinaisons, il y a des milliards de combinaisons, et donc jamais un ordinateur sera capable de calculer suffisamment rapidement pour battre le champion du monde de Go. Ce qu'a fait Google pour craquer ce problème, c'est DeepMind, c'est des Anglais qui ont fait ça, qui ont été rachetés par Google après, en fait, ils ont dit, ce qui manque à l'ordinateur, c'est avoir de l'intuition. Pourquoi l'homme est aussi rapide et aussi fort? C'est parce qu'il a de l'intuition, on n'arrive pas à comprendre comment il fait, mais il se dit, a priori, ce coup-là, ça va être le bon. Et en fait, quand ils ont analysé ce coup-là, ça va être le bon, on se rend compte que l'homme était capable d'anticiper 7 ou 8 coups à l'avance, ce qui était normalement impossible à faire pour un ordinateur. Et donc, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont utilisé des techniques très classiques, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, on disait qu'ils ont utilisé des réseaux de neurones, etc. Non, ils ont utilisé des techniques très classiques. Promis, Nathalie, je ne parle pas de maths. Donc, ils ont utilisé des techniques très classiques. Et à côté de ça, ils ont mis ces fameux réseaux de neurones qui sont juste là parce qu'ils ont vu des millions de parties se jouer, dire, a priori, quand on joue ce coup-là, à la fin, on gagne. Et en fait, cette création d'une intuition artificielle
a permis d'accélérer en ordre de grandeur de plusieurs dizaines de milliers de fois le temps de calcul. Et donc, ça a permis de gagner contre le champion du monde de Go. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, c'est en se rapprochant de cette intuition humaine, donc du côté très humain de traiter le problème, que les ordinateurs arrivent à aller plus vite. Donc, c'est quoi le rapport avec la supply? Vous allez me dire, en fait, ça s'applique très bien. Bon, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais c'est typiquement ce qu'on fait chez DCBrain et ça permet en fait d'aller beaucoup, beaucoup plus vite sur des temps de calcul et donc de répondre à ce besoin de dynamicité. Donc, un exemple qui est assez parlant, j'ai besoin de calculer des distances. Donc, comment est-ce que vous voyez ma souris quand je la bouge? Ou pas? Non? Ok. Donc, comment je vais de Paris au sud de la France? Donc, vous voyez l'espèce de chemin en vert là. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'un algorithme traditionnel, donc c'est l'algo rouge foncé, il va en gros parcourir toute la France pour trouver le meilleur chemin. Un algo un peu plus malin, plus moderne, donc c'est l'algo violet, il va devoir quand même parcourir beaucoup de chemins, un peu dans toutes les directions, pour arriver jusqu'au point. Et donc, il va devoir étudier des centaines de milliers de possibilités du réseau routier pour trouver le plus court chemin. Quand on mixe l'intuition artificielle avec ce type d'algo, ça donne le vert et on voit qu'il est capable quasiment tout de suite de trouver le bon chemin. Il s'égare un tout petit peu pour tester. Est-ce que je sors de l'autoroute? Est-ce que je prends une nationale? Est-ce que là? Mais il arrive tout de suite. Et ça permet de réduire en fait les zones d'exploration de l'ordre de 100 fois et ça permet d'avoir des résultats aussi exacts avec des temps de calcul de l'ordre de 10 000 fois plus rapidement. Et ce qu'on voit sur la carte là avec les cercles concentriques, donc la carte de France à gauche, c'est quand on fait des calculs à vol d'oiseau. Donc on voit que par rapport à ce point central, toutes les distances de France, en fait, c'est des cercles. Donc ça, c'est une approche donc à peu près instantanée en termes de calcul, mais qui est plutôt fausse. On voit on sait très bien que tout n'est pas, on peut pas calculer à vol d'oiseau. Quand on utilise des réseaux de neurones à qui on a donné cette espèce d'intuition artificielle, on voit qu'il arrive à refaire ces cartes un peu qu'on voit ressortir pour le TGV, où en fait, il y a des points qui sont beaucoup plus proches en temps de trajet que d'autres. On sort du concentrique et en fait, le réseau de neurones arrive instantanément à savoir que finalement, il y a des villes qui sont plus proches que d'autres. Alors, il ne sait pas pourquoi, mais en fait, nous, on sait parce que derrière, il y a une autoroute et ça, il a réussi à l'apprendre. Et donc, cet exemple montre que l'approche qui a permis à Google de gagner contre le champion du monde de Go s'applique extrêmement bien à des sujets de supply chain qui sont en fait plus compliqués que jeu de Go. C'est-à-dire que ce que réalisent les opérationnels de la supply, c'est plus compliqué que le jeu au Go. Quand on voit le nombre de possibilités, le nombre de transports, quand il y a du multimodal, un nombre de palettes, etc., c'est une combinatoire complètement dingue. Voilà. Et donc ça permet en fait de craquer cette combinatoire et d'aller beaucoup plus vite. Et du coup, là, on peut commencer à mieux remplir les camions, à optimiser les temps de trajet, à faire des boucles pour éviter les retours à vide, à intégrer du multimodal, à favoriser l'utilisation de transports décarbonés, donc par exemple de camions à biométhane, etc. Et voilà. Et donc ça, c'est pas ça qui va permettre fondamentalement d'aller chercher du CO2, mais c'est ça qui va permettre, avec la dynamicité et l'incertitude du moment, de mettre en œuvre les solutions décrites par Guillaume et par Julien. En tout cas, ça va beaucoup aider à les mettre en œuvre. Voilà, et je crois que je suis au bout. Ouais, alors ça, c'est plus que ça marche pour le transport, pour faire de l'optime de supply et pour faire aussi de l'optime de stockage. Ça marche très, très bien aussi pour optimiser des zones de stockage dans des entrepôts, mais là, du coup, c'est moins du CO2. Voilà, et je crois que j'ai fini. Donc, si vous avez des questions. Non, pas de questions pour le moment. Merci beaucoup, Arnaud. Donc, je vous propose de taper très vite si vous avez des questions encore à poser à Julien, Guillaume ou Arnaud. Et autrement, vous recevrez tous et toutes un email qui va récapituler ce qu'on s'est dit. Donc, vous aurez accès au replay et puis vous aurez aussi accès à certaines slides. Donc, ça partira dans la matinée. Et oui, effectivement, donc on pourra revoir la présentation. Donc ça, c'est le replay qui sera disponible. Il y a Pierre-Yves qui est en train de taper un truc, donc on ne sait pas trop ce que c'est encore. On attend encore 30 secondes. C'était merci. Je vous en prie, Pierre-Yves.
Merci à tous, merci à toutes. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain meet-up dans 2 semaines avec Adameo. Donc là, ce sera sur les jumeaux numériques, encore un sujet bien beau et bien technique pour optimiser les plans de transport du côté transporteur cette fois. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup de vous être connectés et très bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.